Bonjour, on est toujours très heureux de vous retrouver. Et ce matin en particulier, avec un érudit du cinéma. Si je participais à un jeu portant sur le cinéma, je lui demanderais d'être mon partenaire. C'est Costa Gavras qui est avec nous ce matin sur le plateau de Thé au Café. Bonjour Costa. Bonjour. Bonjour. Vous voulez pas qu'on participe à un jeu ensemble, non? Ça dépend des jeux. Oui, sur le cinéma de toute manière, Oui, vous absolument. avez réponse à tout. Oui. À tout, non, mais enfin, je peux essayer. Beaucoup quand même. D'autant que là, vous nous avez impressionnés avec ces mémoires qui sortent aux éditions du Seuil. Va où il est impossible d'aller. Ce sont des mémoires, 500 pages de mémoires. C'est très touffu, c'est très dense. On apprend énormément de choses sur le cinéma, bien sûr, mais évidemment aussi sur vous, sur les difficultés aussi de ce métier, parce que réalisateur, c'est pas une romance, hein, c'est pas aussi simple que ça. Alors, 18 films, 53 ans de carrière, 11 récompenses, des Oscars, des Palmes d'Or, à Cannes notamment, pour Missing. Et puis donc, cette sortie de livre. Mais comment je dois vous appeler? Vous aimez bien qu'en fait, on vous appelle tout simplement Costa. maître? Non. Non, merde, surtout pas. Mais ça se disait anciennement, non? Autrefois, on disait. Autrefois, il faisait beaucoup, oui. Ouais. Oui, Claude Berry m'a raconté quand il rencontrait le président Chirac l'appelait maître. Claude est resté comme ça. Ça Ouais, c'est curieux, oui, effectivement. Non, Donc, c'est passé, Costa, qui est un diminutif, évidemment, de votre Constantin. nom, bien sûr, Constantin, et de votre nom et prénom grec, puisque vous êtes grec. Vous êtes né dans un petit village d'Arcadie, puis après, vous avez vécu à Athènes. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor? Allez, comme au cinéma, plantez-nous le décor, s'il vous plaît. Le décor, d'abord, c'est la naissance à ces petits villages au centre de l'Arcadie. Et puis, mes parents vont à Athènes. Mon père était fonctionnaire. Et puis, l'occupation commence. C'est le grand drame. Les gens mouraient de faim, franchement. Et puis, on m'a demandé, mon père nous a demandé d'aller retourner au village. On a vécu pendant 4 ans, 5 ans. Et on a découvert, voilà, ça c'est la famille. C'est la famille, votre père, votre mère, maman, voilà, et mes bien frères. sûr. Moi, je suis Le petit? Non, je suis le plus grand. Ah, Voilà. c'est vous l'aîné, là. Ouais. Je suis l'aîné. Comment était perçu votre père en Grèce? Mon père était fonctionnaire. Et pendant l'occupation, il a fait la résistance avec la gauche, qui était dirigée par les communistes. Mais il était anti-royaliste essentiellement parce qu'il avait fait la guerre de Turquie, en fait, d'Asie mineure, et il avait vu tous ses amis mourir pendant 2 ans. Il est rentré furieux contre la famille royale et le roi, qui voulait reconstituer la Byzance. Il s'appelait Constantin en plus, comme le dernier roi, enfin, empereur de Byzance. Et il est devenu vraiment un anti-royaliste. Et il le disait franchement. Et alors ça lui coûtait très cher. Après l'occupation, il était considéré comme communiste, il a perdu son travail. Et les enfants, moi par exemple, le premier, ça avait changé plus tard pour mes frères. Je ne pouvais pas m'inscrire à l'université. Je voulais faire des études et c'était impossible. Voilà. Le cinéma, est-ce qu'il était déjà, lorsque vous étiez encore en Grèce, il était dans votre esprit? Et comment? Oui, bien sûr, le cinéma, on allait très souvent. On allait même l'été en plus, il y avait des cinémas en plein air. Et c'était magnifique. Et l'idée, les metteurs en scène à l'époque n'existaient pas. Les écrivains, les scénaristes n'existaient pas. On voulait être acteur. On voulait être Rolf Flynn, on voulait être Gary Cooper, on voulait tout ça. Là. Mais puis j'ai découvert plus tard, quand je suis arrivé en France, qu'il y avait autre chose au cinéma, qu'il y avait ceux qui étaient derrière la caméra, qui faisaient les films. Et c'était eux, les vrais disons, créateur de films. Oui, parce qu'il est vrai que donc, vous avez quitté votre Grèce natale, vous êtes venu ici en France pour faire des études que vous ne pouviez pas faire, les études supérieures en Grèce. Vous arrivez ici, vous êtes inscrit à la Sorbonne. Oui, je me suis inscrit à la Sorbonne, et là, c'était la grande découverte de la Sorbonne. Je suis arrivé, avec mes papiers comme ça, mon de baccalauréat grec, etc. Et la dame m'a reçu très gentiment, elle m'a dit, si, c'est là, vous voulez faire ça. Il a accepté, il m'a donné ma carte, j'ai donné une photo, et il m'a dit merci, apprenez un meilleur français que celui que vous parlez en ce moment. Et je suis parti. Pour la première fois de ma vie, j'avais été accueilli comme un citoyen respectable et respecté. Allez, votre parcours, il est raconté ce matin par Julie de Mareuil. Avez-vous une idée de la personne qui a pu faire ça? Oui, celui qui a permis à la politique de se faire une place dans le cinéma, c'est Costa Gavras, un libre penseur sans frontières. Tueur 156, deuxième. Après un premier film culte, le cinéaste dénonce la dictature des colonels en Grèce et acquiert d'emblée la réputation d'un réalisateur engagé multi-récompensé. À ses côtés, des comédiens militants.
Moi, je suis ravi de m'engager dans un film politique. C'est la combativité de l'histoire qui m'a plu. La combativité encore dans l'aveu qui dénonce les purges staliniennes et offre à Yves Montand amaigri et torturé l'un de ses plus grands rôles. L'aveu, c'est un film politique. Je pense que oui. Ce passionné de politique ne cessera de filmer ce qui le touche et le révolte. Des agissements de la CIA en Amérique latine à la traque des criminels de guerre. Mon père a été accusé injustement. Il est parfaitement innocent. Du coup d'État du général Pinochet au conflit israélo-palestinien, en passant par le silence du Vatican sur l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Saint-Père, 1 millier de Juifs seront déportés si votre sainteté n'intervient pas. Des films coup de poing qui font parfois scandale. Je n'aime pas beaucoup le rôle qu'on me colle parfois des dénonciateurs ou de critiques ou des procureurs. Non, on n'est pas des procureurs, mais on fait du spectacle. Car ce qui prime pour vous, c'est de raconter des histoires authentiques avec des comédiens d'exception. Qui peut se vanter d'avoir fait tourner Romy Schneider, John Travolta, Dustin Hoffman, José Garcia en serial killer prêt à tout pour trouver du travail, et même Johnny Hallyday ou Gad Elmaleh en patron de banque sans foi ni loi. I want you to know me and I want to know you. Au total, ce sont 18 films qui ont changé notre manière de voir le monde, 18 histoires que vous avez mis en scène parce qu'elles vous semblaient toutes nécessaires. Il y a Marie Gillin qui est dans les coulisses, elle viendra nous rejoindre tout à l'heure. La comédienne joue Speakerine, c'est une série que vous verrez bientôt sur France 2. On parlera d'ailleurs des séries, ça nous plonge dans les années 60 et puis c'est aussi le rapport entre télévision et pouvoir, c'est particulièrement passionnant. Alors c'est vrai, Julie nous montrait ces images d'archives, toute votre œuvre, en définitive. Yves Montand est un acteur vraiment, on va dire, fétiche pour vous, parce que en fait, vous l'avez fait jouer, je crois, 5 fois, c'est ça, dans 5 films. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres, Yves Montand? D'ailleurs, c'était un homme de spectacle. Il savait exactement ce qu'il faisait. Un showman. Ah oui, un showman. Et c'est lui qui organisait des spectacles tout seul. D'ailleurs, il a dû être très, très dur avec certains metteurs en scène qui sentaient qu'ils n'étaient pas exactement sûrs de ce qu'ils voulaient. Et ça, les acteurs de cette qualité, de cette taille, s'ils se trouvent devant un metteur en scène, c'est la catastrophe pour les metteurs en scène. Il faut vraiment savoir. Bon, j'avais très bien appris ça comme assistant metteur en scène, des grands metteurs en scène qui dirigeaient les acteurs vraiment comme amis, droit. Nous sommes égaux sur la même aventure. Voilà. Alors, j'essayais d'être comme ça très vite avec Montand. Est-ce que vous avez toujours partagé les idées politiques du couple? Oui, j'ai découvert le couple. Ce qui m'a beaucoup fasciné avec le couple, c'est qu'il n'y avait pas de fanatisme. C'est-à-dire, ils parlaient en analysant, comme Georges Saint-Prun aussi, qui était partie du groupe. Ils analysaient les situations politiques, les hommes politiques, sans se fanatiser, sans s'attacher définitivement pour un homme ou pour un parti. Ils avaient des expériences que je n'avais pas, et ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup plu. Et sûrement, c'était une grande leçon pour moi. En tant qu'ami du couple, est-ce que vous avez vécu, vous, la liaison Montand-Marilyn Monroe? Je l'ai vécu indirectement. J'étais encore assistant. C'est plus tard qu'on est venu beaucoup plus proche, après avoir fait des films ensemble. Mais je l'ai vécu parce que Simone Signoret faisait à l'époque un film de René Clément qui s'appelait Les Jours et l'heure. J'étais assistant. Et là, on a vécu beaucoup ensemble parce qu'on a tourné à Paris, on a tourné dans le Midi, on a tourné dans les Pyrénées, etc. Et c'est à cette époque aussi où, en fait, je l'ai vécu indirectement parce que c'est là où Marilyn s'est suicidée. Et c'est vrai que Simone a été complètement envahie par des journalistes de tous les côtés. Il fallait que moi et Claude Pinoteau, l'autre assistant, nous la protégions. Et en tenant les journalistes à l'écart. Et Simone nous a raconté certaines choses de leur vie. Mais directement, après, je l'ai vu naturellement, je l'ai vu dans le livre de Simone, où elle parle. Elle en parlait, elle en a souffert. Je crois qu'elle en était déjà consolée quand je l'ai rencontrée, moi. Je pense aussi qu'elle avait vu ça comme une aventure masculine et comprenait très bien qu'un homme comme Montand, avec une dame comme Marilyn Monroe, qui était telle sublime et historiquement telle importance, un mythe énorme, c'était plutôt normal, ça devrait arriver, en fait, voilà. Je crois qu'elle le prenait comme ça, surtout. Vous êtes proche de son fils, Valentin? Je le vois de temps en temps, mais enfin, il est très jeune, vous savez, moi. Oui, absolument. Oui, j'aime beaucoup. Vous racontez d'ailleurs dans le livre que vous avez vu la dépouille d'Yves Montand. C'était nécessaire, ça, pour vous, pour faire votre deuil d'Yves Montand, de votre ami? Moi, pour vous dire la vérité, j'ai toujours peur des morts. Je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de peur d'enfance. Mais là, pour la première fois, j'ai voulu quand même voir Montand
Je l'ai connu tellement, dans des circonstances tout à fait différentes. Et je suis allé voir, et dans sa chambre, c'était une grande émotion de le voir là, comme si c'était vivant. Habillé, comme il aimait s'habiller, parfaitement, un costume parfait, la cravate, les chaussures neuves, etc. Et c'était une énorme émotion. C'est une image qui me restera, à mon avis. Et qui vous hante encore aujourd'hui? Ou elle vous a fait du bien, en définitive? Non, je pense que ça m'a fait plutôt du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'ai vu tout le parcours de cet homme. Et c'était notre dernière relation, si vous voulez, d'une certaine manière. Costa Gavras, vous n'avez pas été tenté, après le succès de Z, de l'aveu, de partir faire une carrière aux États-Unis? Non, on m'a proposé de signer à Universal, de signer 5 films, et d'aller là-bas m'installer, trouver 5 scénaristes et travailler sur 5 différentes histoires. J'ai trouvé ça très ennuyeux, pour dire la vérité. C'est vrai? Non, puis c'était bien payé, enfin, la villa, etc. Non. J'ai accepté d'aller aux États-Unis quand il m'a été proposé un sujet qui me plaisait personnellement, et beaucoup. C'était Missing, et à condition que ça se fasse à mes conditions, si vous voulez. Sinon, je ne le ferais pas. C'est-à-dire que le faire avec mon équipe française, faire le scénario, écrire le scénario, le faire avec mon équipe française et faire toute la post-production en France, même les laboratoires. Ce qu'ils ont accepté, c'est que c'est la façon avec laquelle j'ai fait tous les films américains. Dans un film, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? C'est démarrer, c'est l'angle, c'est le début qu'il ne faut surtout pas rater, ou alors c'est la fin? Non, dans un film, l'ensemble. Un film, d'abord, comme metteur en scène, c'est les choix. Quel film déjà, fait. Le sujet. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous touche profondément. Après vient la période de l'écriture. Il faut l'écrire, seul ou avec quelqu'un. Moi, j'aime bien travailler avec quelqu'un en général. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens de talent. Et après, il vient le tournage, qui est une autre période. Alors, on imagine un film quand on accepte de le faire, quand on décide de le faire, et puis on l'écrit, et ça change un tout petit peu. Et puis on va le tourner, et ça change encore un tout petit peu. Et puis on arrive au montage. Et tout le travail du metteur en scène, c'est d'essayer de rester à son idée initiale. Pourquoi il fait ce film et comment il doit le faire. Voilà. Parce qu'ensuite interviennent les acteurs, les techniciens, les producteurs, et chacun a sa vision. Chacun essaye d'imposer gentiment ou pas gentiment, sa vision. Donc le rôle du metteur en scène, c'est tenir à son idée jusqu'au bout. Vous êtes adepte, vous, de nombreuses prises. Vous vous refaites faire à vos acteurs 10 prises, 15 prises? Non, ou les premières sont les bonnes? Non, je pense que le maximum, je pense personnellement d'expérience que jusqu'à 7 prises, ça suffit. Après, tout le monde commence à se défaire un tout petit peu. Alors il faut trouver une autre force, une autre dynamique pour répartir, oui. Mais très souvent, avec des bons acteurs, 2 ou 3 prises, ça suffit largement. Vous regrettez aujourd'hui la pellicule, le film? Vous savez, ce que je regrette, c'est la caméra. La caméra, c'est une sorte de grande, importante. Il faut la bouger, il faut vraiment toutes sortes de machinerie. Aujourd'hui, on peut faire un film avec un appareil photo. Une amie actrice me disait récemment, pour avoir fait un film avec une caméra, je me suis sorti toute nue. Parce qu'il n'y avait pas devant moi le totem. C'est cet objet qui fait peur. C'est vrai que la caméra fait peur. Donc, oui, je suis un peu nostalgique de ça, mais enfin bon, il faut suivre son temps, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sensible, vous, Costa Gavras, aux récompenses, à la notoriété? On vous célèbre. Est-ce que vous êtes impressionnable? Est-ce que le pouvoir vous impressionne? Parce que vous dites un petit peu dans le livre que par rapport justement à votre femme, à vos enfants, vous avez des empressements, en fait, parfois proches de la complaisance envers et que c'est lié, en fait, à votre enfance. Sûrement, c'est que le fait de recevoir des prix, recevoir des honneurs comme ça, c'est très émouvant. C'est très émouvant parce que chaque fois, je me dis, quand je pense d'où je suis sorti, dis-le franchement, jusqu'où je suis arrivé, c'est inimaginable. C'est quoi? C'est une revanche aussi? Une revanche sociale? Non, je ne prends pas comme une revanche sociale. Je pense que, je me dis, mais pourquoi ils me font ça? Est-ce que je vaux ça? Chaque fois, je me dis, est-ce qu'un jour, quelqu'un me dira, non, rendez tout ça, on s'est trompé. Enfin, c'est peut-être un peu trop, mais non, je suis très sensible et je pense très souvent à d'autres personnes. Et je dis très souvent à des gens qui viennent comme ça des pays ou des endroits, de communautés qui n'ont pas beaucoup de chance, eh bien, ça peut arriver. Et ça me rend fier.
Alors, on est allé chez vous, vous nous avez bien accueillis, vous avez une jolie maison dans le 5e arrondissement, vous y êtes depuis très nombreuses années. Et puis ensuite, on est allé, bien sûr, à la Cinémathèque, parce que alors là, c'est votre lieu, hein, vous en êtes le président depuis de nombreuses années. Juliette Mareuil et Anne Rousse-les-Blancs vous ont accompagné. Puis on a vu aussi ce que vous appelez votre quincaillerie. Regardez, vous saurez de quoi il s'agit. Moi, c'est pas moi qui l'appelle, hein, c'est mes Non, c'est enfants vos qui appellent ça. enfants. Bonjour. Bonjour. Entrez. Venez. Venez. C'est une maison que nous avons depuis 35 ans. Et nous sommes ici très bien. Mon temps m'a envoyé ça un jour. Un petit mot, oh, comment vas-tu, etc. Vous voyez, c'était quelqu'un qui me faisait beaucoup rire. Il aimait bien me faire rire. Moi, je n'arrivais pas à le faire rire, il faut dire. Ah bon? Non. C'est un talent, vous savez. Et puis, les tableaux, c'est des amis. Je ne collectionne pas des tableaux. Être collectionneur, ça veut dire avoir beaucoup d'argent pour acheter ce qu'on aime. Alors, ce que j'aime, c'est dans les musées, en général, une photo de famille. C'est toujours difficile de parler de soi et de sa maison. Hein. C'est une sorte de presque de déshabillage, je dirais. J'aime bien la discrétion et le secret aussi, j'aime bien. C'est important, le secret. C'est une pièce très particulière parce que c'est ici où j'aime montrer à mes petits-enfants les films. J'avais commencé par Charlie Chaplin, mais surtout formidable les temps modernes. Laurel et Hardy, enfin, il y a Buster Keaton, et puis les Français aussi, Méliès et tout ça, ils ont vu. Parfois, il m'arrive aussi, mais ça quand je suis seul, pas avec la famille, de voir des films ou des nouvelles à la télévision en pédalant. Voilà, on peut passer 1 heure comme ça en pédalant. Vous regardez vos films de temps en temps? Non, mais film jamais, non. On reçoit beaucoup de prix dans la vie en présentant des films. C'est un dilemme, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les met dans une boîte? Est-ce qu'on les met dans le salon? Chaque fois qu'il vient quelqu'un, il dit, le prix, qu'est-ce que c'est? Il faut expliquer, etc. Donc, j'ai décidé de mettre tout ça ici pour les honorer, parce qu'ils m'ont beaucoup honoré. Les enfants ne les voient plus. Ils me disent même, et ils ne sont pas respectueux, ils me disent, ta quincaillerie. Quel est le prix dont vous êtes le plus fier? Il n'est pas là. C'est le prix, lui, de Luc. Voilà. Mais l'autre, dont je suis très fier, naturellement, c'est la Palme d'Or. Comme metteur en scène, quand on commence, espère d'avoir la palme, voilà. Et puis un jour, j'ai eu la palme. Et je pense qu'il y a une fascination extraordinaire pour les Oscars, mais on sait aussi qu'il y a des grands metteurs en scène qui n'ont jamais eu l'Oscar. Kubrick, jamais l'Oscar. Charlie Chaplin, jamais l'Oscar. Donc ça ne peut pas dire que les Oscars, c'est automatiquement une grande qualité de film. Voilà. Maintenant, je vous amène à la Cinémathèque, si vous voulez bien. Voilà, la Cinémathèque française. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Une passion et la continuité de ma vie de cinéma. Et le principe de la Cinémathèque, c'est de montrer les films, de les montrer tous les films, autant que possible. Nous en montrons 5 à 6 films par jour, différents. Le mystère Picasso. Il a fait un film sur Picasso, comment il peint une œuvre. Les poissons presque souriants, n'est-ce pas? Vous avez vu là, les petits sourires qu'il a, les petits malins. J'aime beaucoup tout ce qui est malice. C'était essentiel dans la vie. L'humour, la malice, l'ironie, pas la haine. La haine, c'est ce qu'il y a de plus négatif. Parce qu'il faut résoudre les problèmes par d'autres moyens que par la haine et la violence. Je crois que votre équipe vous a préparé une surprise. Une surprise. Et une surprise. On a sorti des éléments des collections de la Cinémathèque qui sont liés à la carrière de Costa. On a sorti des photos de vous au travail. Hein. Ah, ça, c'est section spéciale, ça. Ça, c'est section spéciale. Et là, on a une petite surprise. Est-ce que vous savez qu'elles étaient là? Non, pas du tout. Ben voilà. Ce sont les lunettes que porte Montand dans l'aveu. Bien sûr. On m'a présenté des dizaines de paires de lunettes de soudeurs. Et j'ai choisi celle-là. Pourquoi? Parce que ça s'appuyait sur le nez. C'est-à-dire il y avait l'oppression. D'accord. Ah, c'est émouvant de voir que vous avez tout, c'est formidable. Là, c'est Missing, donc le manuscrit, le scénario de tournage. Non, mais je sais qu'on a un document extraordinaire à la Cinémathèque. Et ce qui remonte jusqu'au début du cinéma, n'est-ce pas? Mais alors voir les miens ici, c'est formidable. C'est des beaux souvenirs. Absolument tous. C'est des très bons souvenirs. Je suis étonné, hein. Merci. Merci à vos collaborateurs qui ont réussi comme ça à réunir des tas de choses que vous ne connaissiez pas, alors que ça vous concerne totalement. Et puis ces fameuses lunettes, incroyable de les avoir retrouvées. Qui a trouvé les lunettes. Moi, je les cherchais, des lunettes pendant longtemps, je ne les ai pas trouvées. Mais vous savez que vous êtes président de la Cinémathèque et vous ne connaissez pas tout de votre maison. Il y a une équipe formidable. Oui, je vois ça. Ouais. Étonnante. 500 pages. Comment remontent, émergent les souvenirs? Si vous deviez, Costa Gavras, retenir une période de votre vie, laquelle vous retiendriez?
Oh, la période la plus enthousiasmante pour moi, c'est l'assistanat, le début de l'assistanat. Parce que tout d'un coup, j'entre dans la société française, je suis accepté par le milieu cinéma, qui est un milieu assez fermé. Et on me demande de travailler d'un film à l'autre, grâce à Claude Pinoteau d'ailleurs, qui était un ami qui m'a introduit dans le cinéma, comme stagiaire, et puis après comme deuxième assistant, et après comme premier par la suite. Et ça a été vraiment une période faste pour moi, parce que j'en revenais pas. Et peu à peu, je m'intégrais à la société française. Ça aussi, c'était très important. Après, évidemment, vient la période des films aussi, qui était très exaltant. Il n'y a pas de doute, oui. Et peut-être l'exaltant aussi, c'est d'avoir une famille. Ah, ça vous en parlez. C'est pour la première fois d'ailleurs vous en parlez. Vous parlez de vos enfants, vous parlez évidemment de votre femme qui a une importance, une place essentielle, oui, absolument. Et alors j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une description, page 109, vous dites... Vous la rencontrez pour la première fois, c'est au bar du Negresco, donc à Nice. Je la regardais s'approcher et comme d'habitude, comme pour un casting, j'ai fait le premier cliché instantané. Vue d'ensemble, élégance parfaite, aucune de ces modernités vestimentaires qui ne durent que le temps d'une saison, le visage ovale, classique, beaux yeux, partie haute du corps, poitrine sans exagération, j'adore, partie médiane, taille souple, toujours vue de face, fesses à deviner, partie basse de belles et de longues jambes, retour au visage, vraiment plaisant, un regard évaluateur. Elle me tend la main qui est petite comme celle d'une adolescente, l'ensemble est superbe, elle s'assied avec grâce, je m'assois et manque de tomber. Voilà, coup de foudre. C'est pas beau ça? Oui, moi j'aimais bien. Ça fait un peu macho peut-être. Il y avait une certaine fierté d'être là et il y avait une certaine fierté aussi de rencontrer une très belle femme qu'un ami m'avait recommandée. Il me dit, il faut absolument que tu vois cette femme. Voilà. Michel, elle a accepté d'apporter son témoignage. Oui, je sais, c'est une première. Ah oui, c'est une première. Oui, je sais. Elle témoigne sur vous deux. Cette année, fin août, ça fera 50 ans qu'on est mariés. Nous sommes mariés pendant le tournage de Z en Algérie. Ce qui m'a plu, c'est... D'abord, il était très beau. Hein. Je n'étais pas la seule à tomber, d'ailleurs. Il avait une force qui le faisait aller de l'avant. En même temps, une douceur. C'est ces deux choses-là qui m'ont séduit. Au début, c'était assez chaotique. Moi, j'avais envie de me réaliser. Costa aussi. Donc, des fois, nos chemins se séparaient parce que moi, je partais souvent. Je partais toujours pour 15 jours, mais je revenais 3 mois après ou 6 mois après. Mais je dois dire qu'il était toujours à l'aéroport en train de m'attendre. La passion, ça peut exploser. Vous savez, une fois, Brando est venu à la maison. Il est arrivé dans le living room. Le miroir était cassé et il y avait ma photo à l'intérieur. Et Brando se retourne vers moi et me dit... Tu étais où? Tu avais quoi dans la main? Et Costa était où? Il avait tout de suite compris. Et je lui ai dit, ma chaussure. Est-ce que les chaussures ont souvent valsé chez vous? Pas seulement les chaussures, ce qu'on a sous la main. Hein. Ah oui? Ouais. Enfin, maintenant, je suis calme. Je suis plus calme. Et lui? Ah non, lui, non, jamais. Il a eu beaucoup de succès très tôt. Z, il avait 33 ans, c'était un succès phénoménal. Il a rencontré les plus grands metteurs en scène, des légendes hollywoodiennes qui lui faisaient des compliments. Il n'a jamais eu la grosse tête. Et pour moi, ça, c'est une qualité énorme. Quand on s'est connus, on était deux. Avec une bouilloire électrique, on faisait tout, la soupe, chauffer le poulet. Et on a créé quand même, tous les deux, une fratrie. Dont je suis très fière. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté de nous apporter ce témoignage sur vous et sur votre couple. Vous êtes bluffé, hein? Complètement. Et là, je vous disais que la tour refusait toujours. Même à une grande émission de 60 minutes américaine que j'ai fait une fois il y a des années, il a refusé. Ça vous émeut? Non, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ma femme. Alors, je ne vais pas insister parce que c'est vraiment très familial. Mais je pense qu'elle était pour moi essentielle parce qu'elle a organisé notre vie autour de ce que je souhaitais faire. Voilà. Sur le plan économique, sur tous les plans. Mais sur le plan professionnel, cette femme a aussi une identité. Oui, absolument. Très forte. Absolument. Elle est productrice aussi. Elle est productrice, elle a fait des très beaux films, elle a même découvert des metteurs en scène. Mais aussi, ce qui me plaît énormément aussi, c'est que l'idée familiale,
c'est elle qui la resserre en permanence. Parce que c'est vrai qu'avec les enfants, on fait leurs enfants, ils ont fait leur vie, mais la vie, grâce à Michel, continue à être proche, et nous sommes tous très proches. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, Costa, que vous ne seriez pas Gavras si Michel n'existait pas? Je ne sais pas ce que je serais. Je le demande souvent. Je me le demande souvent, parce que, vous savez, on dit souvent, montre-moi ta femme, je te dirai qui tu es. Et je pense que c'est très juste. Je voudrais qu'on reçoive Marie Gillin, si vous en êtes d'accord. Je sais que vous avez vu quelques épisodes en avant-première et on va parler de Speakerine. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis contente de vous recevoir. Moi aussi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors Marie est une très belle actrice. Oh, je connais. Hein. Vous la connaissez, elle est belge. Ah, c'est important de le dire, oui. parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs aussi en Belgique qui nous regardent. Et alors, vous avez fait un travail admirable, pas seulement vous, hein, bien sûr, toute l'équipe. C'est Speakerine, donc c'est une série de 2 épisodes, enfin de 6 épisodes, mais il y aura 2 épisodes donc, qui seront diffusés dans la même soirée, donc 3 semaines de suite. Et alors, Speakerine, ça nous plonge complètement alors, dans un univers incroyable de ce qu'on appelait Cognac G. Oui. C'est-à-dire, c'était comme ici France Télé, mais c'était donc rue Cognac-G, dans le 7e arrondissement. Et c'est là où la télévision, en fait, se faisait. Alors, on plonge dans ces années-là, on plonge aussi dans la guerre civile en Algérie, l'OAS. On évoque aussi la relation pouvoir et télévision, et puis le féminisme aussi, c'est-à-dire la femme qui se libère. Vous avez un très très joli rôle. Qu'est-ce qui vous a séduit dans tout ce que je viens de dire? Un peu tout ce que vous venez de dire, c'est que c'est d'abord les années 60, se plongeons dans les années 60, dans le monde de la télévision, au travers de l'émancipation d'une speakerine. Je trouvais que c'était très original parce que la speakerine représentait vraiment la femme de l'époque, mais la femme bien sous tout rapport, la femme tronc dont on ne voit pas les jambes. Et très empoulée. Juste un instant, regardez. Antenne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter le programme de la soirée. Après votre rendez-vous avec les actualités, nous vous proposons un nouveau numéro de notre émission La vie en chanson. Ce soir, c'est la merveilleuse Barbara qui aura le plaisir de nous enchanter. C'est coupé. Est-ce que vous avez consulté des archives? Oui, complètement. J'ai regardé Catherine Langeais, Jacqueline Huette, Denise Fabre, voilà, où j'ai un peu pioché pas mal d'ingrédients. Mais c'est vrai que ce qui est chouette pour une actrice à jouer, c'est que c'était vraiment des femmes qui incarnaient la femme bien sous tout rapport et qui est dans un cadre. Et cette femme a envie de sortir de ce cadre. Et donc, on est dans les prémices de 68, parce qu'elle est encore de l'ancien monde et elle va petit à petit se moderniser et vouloir sortir de ce carcan. Donc, j'aimais beaucoup ça. Et puis, c'est une série qui est très bien écrite, qui est romanesque, qui est drôle. Il y a une intrigue policière. C'est aussi une histoire de famille, parce qu'il y a aussi l'ancienne génération que moi j'incarne et avec voilà, sa fille et son fils qui, eux, sont les jeunes voilà, qui vont se retrouver certainement... Et qui sont rebelles. Bien sûr, qui sont rebelles. Et alors, il y a le fameux mari, quand même, Guillaume de Tonquédec, qui donc, joue votre mari, qui est le directeur, lui, de l'info. Lui, il est le directeur de l'information, Guillaume, et c'est un rôle savoureux, parce que c'est un couple... qu'on a adoré jouer tous les deux, parce que lui, c'est un homme de l'époque qui autorise quand même sa femme à travailler, ce qui était quand même extrêmement moderne et avant-gardiste à l'époque. Et donc, elle a le droit de travailler, mais il faut quand même qu'elle tienne sa maison, qu'elle fasse un bon rôti quand il rentre du boulot, qu'elle s'occupe des enfants, enfin, en gros, qu'elle fasse tout, mais qu'elle reste dans son rôle de potiche à la télévision. Donc, dès qu'elle va vouloir créer son magazine, là, ça ne va plus lui plaire du tout. Et surtout, qu'elle ne lui fasse pas de l'ombre. Oui, complètement. Ton fils m'insulte. Ta fille refuse de me voir ou presque, et toi, tu trouves ça normal. Tu as été très maladroit. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu plaisantes? Je vais te dire ce qui va pas. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants, à peine de la maison. Ça peut plus durer comme ça. Ah, c'est mon travail le problème. Tu veux que je reste à la maison, c'est ça? C'est la vie que tu veux pour moi? Beaucoup de femmes vivent comme ça et en sont très heureuses. Eh bien, moi, j'aime travailler. Je suis fière de gagner ma vie. J'aime mon métier et je ne l'abandonnerai pas. Au fond, ce que tu ne veux pas, c'est que j'existe. Alors, c'est là où on se rend compte, en fait, que cet homme
effectivement, tolère que sa femme travaille, mais est quand même très dominateur, en fait. Lui, il veut garder la suprématie, quand même, dans le couple et dans la famille. Oui, puis il incarne ces hommes de l'époque et sublimé, puisque lui, il travaille à la RTF et qu'il travaille dans ce milieu de la télévision, qui est un milieu qui était très masculin. Donc, finalement, lui aussi, il essaye, à un moment donné, il est en train de perdre sa femme, donc il va essayer de la comprendre, mais voilà, avec une mentalité qui est difficile à faire évoluer aussi rapidement. Que ça, vous avez vu, vous, l'un des premiers. Je suis très touchée, d'ailleurs de me retrouver en plateau. On a demandé à Costa j'ai Gavras vu de regarder. J'ai voulu voir le deuxième et le troisième. C'est mon problème avec les séries. Les séries, là, c'est addictif, les séries. C'est fascinant. Fascinant parce qu'on redécouvre le RTF, on découvre les gens avec des acteurs formidables. Tous les acteurs, même les petits rôles, ils sont formidables. Et ce que je trouve aussi, c'est d'une grande qualité d'environnement. C'est-à-dire, ils ont mis, comme on dit dans le cinéma un peu vulgairement, ils ont mis de paquet. Et c'est vrai que ça y est. On les sent très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les décors, les costumes? Des beaux décors, des décorations formidables, des appartements très beaux. Vous avez un très bel appartement. Une belle maison, oui, on a une belle maison. C'est ça, une maison, c'est ça. Une maison. Moi, j'ai eu l'impression de faire un film. Il y a une dimension cinématographique, le fait que ce soit Laurent Tuel, qui est un réalisateur passionné de cinéma, cinéphile. Voilà, chacun a insufflé ses propres références et on est fiers d'avoir mené ce projet de cette façon-là. Ça démarre sur France 2? Oui. Quand? Le lundi 16 avril. Donc, 2 épisodes durant 3 semaines. Tout à fait. Il y aura 6 épisodes de Speakerine. Ne les ratez pas, vous allez adorer. Et Marie-Gélin, vraiment bravo, parce que vous êtes une Speakerine plus vraie que nature. On poursuit Costa ensemble, et ça s'appelle le dos à dos. On y va? Dos à dos avec vous, Costa Gavras, et des réponses du tac au tac. Quel talent vous aimeriez posséder? Musicien. Un film que vous auriez aimé réaliser? Une comédie musicale. La plus grosse tuile, la plus grosse catastrophe que vous ayez eu à gérer sur un tournage? Le pellicule perdue, ou alors voilée, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire la pellicule qui a été gâchée une journée de tournage. Ça, c'est terrible. Quelle est la critique qui vous a le plus touché? On a appelé mon premier film « L'exécrable compartiment tueur ». Qu'est-ce qui vous serait le plus pénible, de perdre de la vue, la mémoire ou la parole? La vue. Le mot le plus sensuel de la langue française? J'aime. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans la peau d'une femme, le temps d'une journée? Ceci dit, j'aimerais beaucoup y être. Mais qu'est-ce que vous feriez? Ça serait de séduire un homme. Le plus beau compliment qu'une femme vous ait fait? Ah, vous êtes sincère. Costa Gavras, est-ce que vous êtes favorable à la chirurgie esthétique pour les acteurs et les actrices? Non. Est-ce que vous avez déjà usé de votre notoriété pour avoir un passe-droit? Ça m'est arrivé parfois même pour quelqu'un d'autre, et pas pour moi. La convention, le code social qui vous agace? Non, pas du tout. Je pense qu'il est nécessaire. La première personne que vous aimeriez serrer dans vos bras, dans l'au-delà? Excusez-moi, je ne crois pas à l'au-delà. À qui vous refuseriez de serrer la main? Oh, Monsieur Le Pen, par exemple, et quelques autres. La chose à ne jamais vous dire? Ah, il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez vous mettre en colère? Ah oui, bien sûr, oui, ça m'arrive. Quel est le pays dans lequel vous ne pourriez pas vivre? Je dirais qu'il n'y a qu'un pays où je pourrais vivre, c'est la France. Quelle est la chanson qui vous rend joyeux? Ah, mais il y a des chansons de mon temps, il y a des chansons, plusieurs chansons. Par exemple, il y a de la joie. Ah, ben c'est traîner. Traîner, absolument. Ah, mais ça, on J'adore le traîner. savait. Eh ben, on termine avec il y a de la joie. C'est là une modalité formidable. Ah, ouais. C'est vrai qu'on a eu du mal à choisir une chanson. Il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le
boulanger bat la pâte à plein. Traîner, on l'entend plus beaucoup. Non, moi je le déplore. De temps en temps, mais Ouais. j'ai ce disque, alors ça me Ah, vous soulage. avez tous les disques. Ah oui, ça me console. Je voudrais qu'on parle de Serge Toubiana. Il a été directeur de la Cinémathèque, c'est vraiment un homme de cinéma. Il a écrit Les Bouées jaunes chez Stock et il rend hommage à sa compagne disparue, une très belle écrivaine, donc Emmanuelle Bernheim. Et il raconte en fait les derniers moments. Les derniers moments d'Emmanuel. C'est qui très était beau. une grande personne, Mm. intelligente, sensible, formidable et grand écrivain. Écoutez, c'est un livre bouleversant. C'est pas parce que Serge, c'est un ami et quelqu'un que j'admire beaucoup, mais c'est un livre bouleversant parce qu'il est écrit avec une grande simplicité et une grande émotion tout le long Il ne vous arrache pas l'émotion comme dans certains livres ou certains films. Il vous laisse entrer peu à peu dans son problème à lui, dans cette relation, et c'est magnifique comme livre. J'aimerais quand même terminer l'émission en disant que, bien sûr, Costa est un homme plutôt classique, habillé classique, mais alors ce que j'aime, moi, c'est ses chaussettes. Les chaussettes de Costa Gavras sont toujours rouges. C'est le côté révolutionnaire, ça? Non, pas du tout. C'est pas. Non, les idées, c'est à la tête, c'est pas au pied, vous savez. Non, j'ai mis une fois et je me suis aperçu que on me regardait beaucoup. On regardait mes pieds aussi, finalement. Je trouve que c'est pas plus mal. Comment séduire avec des chaussettes rouges? Sachez-le. Merci à Vincent aussi, Villedieu, qui est exposé sur le plateau de Thé ou Café. Il expose d'ailleurs à son atelier. Vous pouvez vous y rendre. C'est sur rendez-vous à l'atelier Montparnasse. C'est un autodidacte. Il nous a écrit et ça nous a beaucoup plu. Et c'est ainsi que nous l'exposons aujourd'hui. Il travaille sur la trace, l'empreinte, l'usure, l'effacement. Il peint des formes abstraites, des liens, des griffes, des couleurs qui sont très naturelles dans des tons de noir, de brun, d'ocre et de rouille. Retenez son nom, Vincent Villedieu. Vous embrassez de notre part et vous remercie Michel. C'est moi, merci. Sachez que l'émission consacrée à Costa Gavras, vous pouvez la revoir cette nuit, puisqu'elle est rediffusée, cette émission, et puis aussi sur France TV. Portez-vous bien, merci de votre confiance, de votre fidélité, puis à bientôt. On se donne rendez-vous pour le 2e tome des Mémoires. Oh, je crois qu'un suffit pour le moment, on verra. Bon, alors, pour le prochain film. Pour les prochains films, oui, d'accord, avec Ce plaisir. sera sur l'Europe et notamment sur la crise en Voilà. Grèce. Voyez. Voilà, vous voyez, vous êtes au courant déjà. On en sait des choses. Merci, on fait un petit selfie ensemble. Au revoir. Passez une très belle journée.